l'opération Barbarossa est la plus décisive de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde a retenu son souffle face à l'avancée des troupes allemandes en URSS. Comment Staline a-t-il réagi? L'armée rouge était-elle préparée face à cette attaque? Vous saurez tout dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'opération Barbarossa. Janvier 1933. Adolf Hitler est élu chancelier d'Allemagne par le président Paul von Hindenburg. Le 24 mars 1933, le parti NSDAP, plus connu sous le nom de parti nazi, fait adopter une loi visant à accorder les pleins pouvoirs à Hitler. À la mort d'Hindenburg, le chancelier sera le seul en haut de la pyramide. Dans son chalet du Berghof, Hitler rumine, réfléchit, et se pose alors une question. Comment étendre l'espace vital allemand vers l'Est sans que les troupes de l'Union soviétique ne l'attaquent? Le 23 août 1939, il décide d'envoyer son ministre des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop, en Union soviétique. Les soviétiques l'accueillent en fanfare et ornent l'aéroport du drapeau nazi. À la grande surprise de Staline, qui ne cache pas sa joie sur ces images, est signé avec von Ribbentrop le pacte germano-soviétique, qui est un pacte de non-agression. Benito Mussolini, dictateur de l'Italie et allié d'Hitler, lui fait savoir dans un message que le communisme est l'ennemi numéro 1. Il ne peut pas être devenu l'allié numéro 1. Hitler lui répond et lui assure que ce pacte lui sert uniquement pour gagner du temps. 1er septembre 1939. Les forces allemandes envahissent une partie de la Pologne afin de récupérer le couloir de Danzig, qui est séparé du territoire allemand. Le 17 septembre, l'Union soviétique envahit l'est de la Pologne, grâce à l'accord du pacte germano-soviétique. Pour la première fois, des soldats allemands et soviétiques se rejoignent en se serrant la main, comme de simples alliés. À l'ouest, la France et la Grande-Bretagne ne manquent pas de réagir face à l'invasion de la Pologne. Aussitôt, les deux pays déclarent la guerre à l'Allemagne. La France mobilise son armée sur la ligne Maginot et au nord de la France. La Grande-Bretagne envoie un corps expéditionnaire en France. Une longue période s'écoule devant les soldats mobilisés. Ce sera la drôle de guerre. Hitler se réjouit de sa guerre éclair à l'Est. Il prépare avec ses généraux le plan d'invasion de la France, afin de se venger du traité de Versailles qui a humilié l'Allemagne. Le 17 février 1940, au cours d'un dîner, Hitler est abordé par un général fraîchement promu. Il s'agit du général Erich von Manstein. Ce dernier dit à Hitler que le plan Schlieffen d'août 1914 n'aura plus l'effet de surprise escompté. Les Alliés vont donc attaquer les troupes allemandes frontalement. Il propose donc de piéger l'ennemi, en faisant passer les troupes blindées par les Ardennes belges, qui sont faiblement défendues, et de prendre les Alliés à revers sur la Somme. Hitler décide de retenir le plan de Manstein. 10 mai 1940. Les parachutistes allemands sont largués sur Liège et les Pays-Bas, pays qui étaient neutres. Le général Gamelin tombe dans le piège et envoie ses troupes au secours des Belges. Pendant ce temps, les troupes blindées allemandes s'enfoncent dans les Ardennes belges et prennent sans grande difficulté la ville de Sedan. Les Allemands s'enfoncent dans le territoire français et remontent vers le nord pour encercler les troupes alliées. Les troupes, désormais encerclées, sont obligées de fuir par la mer. Ce sera l'opération Dynamo. À la fin de l'évacuation, les Allemands continuent leur avance. Paris est déclarée ville ouverte.
Les Allemands prennent le contrôle de la capitale et Paris vit désormais à l'heure allemande. Le gouvernement français ne tarde pas à demander un armistice aux Allemands. 22 juin 1940. La France, selon les volontés d'Hitler, signe l'armistice à Rotonde, dans le wagon qui a scellé le sort de la Première Guerre mondiale. Hitler a réussi à réaliser ce qu'il avait écrit dans Mein Kampf, l'humiliation de la France. Staline envoie ses félicitations au dictateur allemand pour sa brillante et rapide victoire sur la France. 10 juillet 1940. La bataille d'Angleterre débute. Elle oppose l'aviation allemande, la Luftwaffe, à la Royal Air Force, la RAF. Au Berghof, Hitler envisage une opération bien plus audacieuse, anéantir son ennemi de toujours, le communisme. Mais cette opération demeure secrète. De son côté, Staline croit en la solidité du pacte signé en 1939, mais il sait qu'Hitler est capable de le trahir. Pourtant, le dictateur soviétique croit également qu'il a assez montré de moyens pour l'en dissuader et pour être prévenu à l'avance de tout retournement d'attitude de la part des Allemands. À cause des purges de 1937 et 1938, l'armée rouge est fortement affaiblie, car de nombreux chefs militaires sont remplacés. Hitler signe la directive 21, nom de code Barbarossa. Cette directive est une opération visant à envahir l'Union soviétique. Dès le début de la planification opérationnelle, les autorités militaires et de police allemandes se préparent à mener une guerre d'annihilation contre l'État communiste et les Juifs d'Union soviétique, considérés comme la base raciale de l'État soviétique. Durant l'hiver et le printemps 1941, des responsables du haut commandement de la Wehrmacht et de l'Office central de la sécurité du Reich négocient le déploiement d'unités spéciales de sécurité, les Einsatzgruppen, et du service de la sécurité, SD, derrière les lignes du front, pour annihiler physiquement les juifs, les communistes, ainsi que toutes les personnes considérées comme dangereuses pour la durabilité de la domination allemande sur le territoire soviétique. Staline reçoit des informations sur une opération d'invasion en URSS, mais il l'interprète différemment. Deux agences de renseignement, l'une militaire, le GRU, acronyme de Direction principale du renseignement, et l'autre civile, le NKGB, ex-branche extérieure du NKVD, informent le dictateur soviétique du dispositif allemand qui est en cours. Suite aux purges de 1937 et 1938, le GRU est désorganisé et connaît différents chefs à sa direction. En 1941, Philippe Golikov, nouveau chef du GRU, est effrayé par le destin de ses prédécesseurs et fournit à Staline les analyses qu'il veut entendre, et non celles qui résulteraient d'une réflexion froide et indépendante. Vsevolod Merkulov, qui dirige le NKGB, reçoit l'ordre de son supérieur de donner à Staline tous les matériaux et informations qu'il récolte, sans analyse et ni mise en perspective. Pourquoi ? Parce que Staline n'a pas confiance dans le renseignement humain qui lui fournit 100% de l'information. Même si les informations viennent du GRU ou du NKVD, Staline ne s'en remet qu'à son seul jugement personnel. Washington et Londres lui transmettent des informations sur les intentions du dictateur allemand. Mais Staline juge que ces informations sont créées de toutes pièces pour brouiller l'entente germano-soviétique. 12 avril 1941. Le Premier ministre britannique, Winston Churchill, transmet un message à Wyszynski par le biais de l'ambassadeur Cripps. Il le prévient des intentions allemandes envers l'URSS. Mais ce message est jugé comme une provocation grossière. Pour Staline et les bolcheviks, Winston Churchill est la réincarnation du diable. Alors,
pourquoi lui faire confiance ? Entre janvier et juin 1941, le GRU et le NKGB reçoivent 267 rapports des résidents étrangers. 129 d'entre eux sont transmis à Staline et Molotov, mais également à Timochenko, commissaire à la défense, et à Joukov, chef d'état-major général. Ces rapports sont classés en deux groupes. Ceux qui indiquent une concentration croissante de troupes allemandes à la frontière et ceux qui exposent les intentions des nazis. Philippe Golikov maintient Staline dans l'incertitude stratégique, en faisant état d'un nombre important équivalent d'unités tournées vers l'Angleterre, et de 44 à 48 divisions stationnées au centre du Reich. En réalité, 130 à 135 unités sont concentrées en Pologne, et 45 à 50 unités sont stationnées en Prusse et en Roumanie. Le GRU commet énormément d'erreurs à cause des opérations d'intoxication des services allemands. Staline croit qu'il existe deux divisions allemandes qui sont constituées par équivalence. Une division tournée vers l'ouest et l'autre vers l'est. Pour lui, la menace ne paraît donc pas univoque. Les Allemands font croire aux dictateurs soviétiques qu'ils préparent une attaque sur la Grande-Bretagne, tandis que d'autres préviennent Staline des préparatifs d'une agression sur l'Union soviétique. Pour continuer sa campagne d'intoxication, le commandement de la Wehrmacht joue le jeu de la désinformation. En effet, 99% des officiers et des hommes de troupes qui sont cantonnés à l'Est sont maintenus dans l'ignorance de leur objectif, tandis qu'à l'Ouest, les troupes allemandes orchestrent des simulacres, entraînement des troupes pour un débarquement sur les côtes anglaises, malgré l'abandon de l'opération Silov en septembre 1940. Les états-majors travaillent également d'arrache-pied à l'élaboration de fausses opérations. La Luftwaffe maintient sa pression au-dessus des îles britanniques, en bombardant de nuit et en multipliant les vols de reconnaissance. Les forces aéroportées allemandes s'entraînent à sauter non loin des côtes de la Manche et de la mer du Nord, tandis qu'à l'Est, les unités allemandes font tout le contraire. Elles construisent des positions défensives, des bunkers, des mines, des fossés anti-chars, et si les forces aériennes soviétiques survolent la zone, ordre est donné de résister faiblement. Tout a été conçu pour maintenir les soviétiques dans la décision. Hitler fait également croire aux Britanniques qu'il va attaquer l'URSS pour en réalité mieux attaquer l'Angleterre. Staline tombe dans le piège des nazis et ses troupes, aussi nombreuses soient-elles, demeurent armes aux pieds. Le dictateur soviétique donne sa propre analyse de la situation. Si les Allemands s'engagent sur deux fronts, ils ne feront que répéter l'histoire de leur défaite. Sur le plan économique, Staline continue à aider le Reich à contourner le blocus britannique. En 13 mois, il lui livre 1 million de tonnes de pétrole, 1,6 million de tonnes de céréales, 36 000 tonnes de graisse végétale, 115 000 tonnes de coton, 7 000 tonnes de cuivre et 185 000 tonnes de phosphate. Ces livraisons assurent entre 1 et 2 tiers de la consommation du Reich. Cela est essentiellement dû aux accords commerciaux passés entre Allemands et Soviétiques, le 11 février 1940 et le 10 janvier 1941. L'URSS sert également de pays de transit terrestre pour certains produits venus d'Asie qui ne peuvent plus emprunter la voie maritime, tels que le caoutchouc naturel, le soja, le wolfram, le zinc, la laine, etc. C'est pour ces raisons que Staline juge impensable que le Führer se précipite dans une guerre à l'Est sans avoir fait la paix à l'Ouest. Le dictateur soviétique pense qu'Hitler souhaite modifier les termes de l'association à son avantage. C'est le sens qu'il donne à la concentration militaire sur sa frontière et à la multiplication des incidents aériens et terrestres. Pour Staline,
Hitler veut seulement l'effrayer afin de l'amener à de nouvelles concessions et non lui faire la guerre. À Berlin, on a deviné le raisonnement du Kremlin et on l'utilise comme un levier d'intoxication. C'est Adolf Hitler lui-même qui est à la manœuvre. Quelques jours avant l'attaque, il déclare à Dino Alfieri, ambassadeur italien à Berlin, qu'il a l'intention d'envoyer un ultimatum à Staline dans la première moitié de juillet. Hitler sait par avance que l'information fuitera jusqu'à Moscou, ce qui, si l'on en croit Joseph Goebbels, ne manque pas de se produire. Les diplomates soviétiques à Berlin sont assaillis par des militaires et des diplomates allemands ou étrangers, qui expriment leur regret ou leur étonnement que Staline ait cédé l'Ukraine ou le Caucase comme si cela avait été fait. Ces propos remontent jusqu'à Staline. Le Kremlin et une bonne partie du personnel gouvernemental allemand avalent cette désinformation. 4 mai 1941. Ulrich von Hassel, un diplomate anti-nazi, bien informé sur les activités de l'Abwehr, écrit dans son journal. Il est vrai qu'on cherche, avec l'aide de ceux qui tiennent l'opération pour insensée, à rendre les bolcheviks accommodants, sans avoir à les combattre, en menaçant de leur trancher à tous la gorge s'ils n'accordent pas ce qu'Hitler exige d'eux, la cession de l'Ukraine et l'accès au pétrole pour notre effort de guerre. Staline est maintenu un temps dans la décision à cause des intoxications germaniques et par ses propres biais cognitifs. Seulement, il a cru jusqu'à la dernière minute et au-delà de l'opération à la sincérité du pacte germano-soviétique. 10 mai 1941. Staline est mis au courant du parachutage de Rudolf Hess en Écosse, ce qui semble annoncer un tournant, mais se rassure en constatant que rien n'en sort. 13 mai 1941, Zhukov et Timochenko demandent à Staline de faire avancer vers l'ouest 4 armées, soit 500 000 hommes. Par crainte d'une réaction allemande, il ordonne que le déplacement se fasse à couvert et que les formations demeurent loin de la frontière. Le 15 mai, Zhukov propose de frapper préventivement les concentrations allemandes, mais le dictateur soviétique refuse. 14 juin 1941, Staline accepte finalement que 800 000 réservistes soient rappelés vers les unités des districts occidentaux. Bien qu'elle soit tardive, cette opération doit demeurer secrète et s'exécuter avec un maximum de discrétion. Malgré ses doutes, Staline demeure fidèle à sa ligne dite « pas de provocation », pas de mesure qui pourrait donner à l'adversaire le signal de l'attaque. Pourquoi tient-il ce raisonnement ? Parce qu'il pense qu'Hitler bluffe et ne cherche qu'à lui arracher des concessions, mais également qu'il cherche à provoquer une guerre des nerfs. Le 19 juin, un agent du NKGB, Orest Berlinsk, agent double à Berlin, sert ce bobard aux soviétiques. Il ne s'agit que d'une guerre des nerfs, et celui qui a les nerfs les plus solides gagnera. Philippov, qui réside à Berlin, rassure Moscou. Nous sommes fortement convaincus que l'affaire est très sérieuse. Mais vous ne devez pas vous inquiéter. Nous sommes fortement convaincus qu'Hitler monte un gigantesque bluff. Nous ne croyons pas que la guerre peut commencer demain. Ce processus va continuer. Il est évident que les Allemands exercent sur nous une énorme pression en espérant obtenir de nouveaux gains. La manière qu'a Hitler de conduire sa politique intérieure et extérieure n'est pas passée inaperçue. Ses coups ont toujours été inattendus et radicaux, que ce soit lors de la nuit des longs couteaux en 1934, lors de la conscription en 1935, de la remilitarisation de la Rhénanie en 1936, de l'Anschluss en 1938 ou de l'entrée à Prague en 1939. Il a frappé comme l'éclair, sans prévenir, souvent un dimanche, quand ministères et ambassades sont désertés. Avant de jouer un coup risqué, il a toujours pris soin d'égarer son adversaire par des mensonges, un discours lénifiant,
ou une manœuvre ambiguë. Conserver l'initiative en plongeant l'autre dans l'indécision quant à ses objectifs réels, voilà son arme principale. Finalement, Staline n'a pas médité le mode opératoire du chef nazi. Il ne cessera de relancer ses diplomates à l'assaut des bureaux de Ribbentrop. Pour le Kremlin, il est certain qu'Hitler ne peut vouloir une guerre sur deux fronts. Il attend également des signes d'une réconciliation anglo-allemande, qui serait le prélude inévitable selon lui à toute attaque à l'Est. Mais Staline croit qu'Hitler est comme lui, un joueur d'échecs, calculateur et prudent, en somme, un Bismarck. 22 juin 1941, à 3h15, l'opération Barbarossa débute. Elle s'étend de la Baltique jusqu'à la mer Noire, soit un front de 2900 km. La Wehrmacht engage 153 divisions, 55 resteront en réserve, 29 divisions de panzer ou motorisées sont à l'attaque, soit 3090 chars, 1945 avions de la Luftwaffe sont déployés sur le front de l'Est. L'armée rouge, qui est en pleine manœuvre d'été au moment de l'offensive allemande, est mal préparée à la guerre. Seulement 29% des chars de l'armée rouge sont en état de combattre. Les autres sont immobilisés à cause d'un manque de maintenance. Malgré le désavantage de l'armée rouge, l'avance allemande n'est pas aussi rapide que prévu. À la fin de la première journée de l'attaque, les divisions de panzer du général Guderian, qui sont rattachées à l'armée du centre, se trouvent à Kobrin et à Prasany, soit une avance de 80 km. Celles du général Hoth ont une avance de 110 km et se sont emparées des ponts sur le Niémen avant que les soviétiques ne puissent assurer leur destruction. Au nord, les chars du maréchal Leb, placés sous les ordres du général Hoppner, progressent de 80 km et prennent le viaduc d'Erogala sur les gorges de la Doubissa. La Luftwaffe, toujours aussi redoutable, lance des raids qui permettent de détruire une grande partie de l'aviation soviétique. De ce fait, elle n'est plus en mesure d'intervenir. Le maréchal Kesselring, commandant des forces aériennes du front de l'Est, rapporte que la Luftwaffe domine le ciel, en dépit de l'existence de près de 3000 avions soviétiques. Pendant les premiers jours de la campagne, les Allemands réussissent à détruire 2500 appareils au sol ou en vol. Le système de transmission soviétique étant quasi inexistant, le haut commandement de l'armée rouge n'est pas informé de ce qui se passe et ne peut pas prendre les mesures nécessaires face à l'avancée allemande. Les décisions prises par les responsables soviétiques sont floues, car certains d'entre eux n'ont aucune idée de la situation d'ensemble. De ce fait, des brèches se produisent dans la défense soviétique, dans lesquelles les Allemands s'engouffrent. Des positions vitales, des ponts, ne sont pas détruits à temps. Staline, quant à lui, fait savoir à son entourage qu'il ne pensait pas qu'Hitler allait le trahir de la sorte, en brisant le pacte germano-soviétique. Il plonge dans le mutisme, laissant l'armée rouge dans l'indécision la plus totale. 25 juin 1941. Guderian entre à Baranovichi et Hoth à Molodechno. Le jour suivant, les groupes blindés de ces deux généraux encerclent Minsk, prenant au piège des dizaines de milliers de soldats soviétiques. 3 juillet 1941, Staline sort de son mutisme et appelle au patriotisme de la population en s'exclamant « Il faut sauver la mère patrie ». Il déclare également la mise en place de la politique de la terre brûlée. La population soviétique doit brûler les maisons et s'enfuir afin de ne rien laisser aux mains de l'ennemi. Cette stratégie fut également utilisée contre les soldats français de Napoléon Bonaparte venus envahir la Russie. 8 juillet. Le général Halder note dans son journal :
32 des 43 divisions formant les 3e, 4e et 10e armées soviétiques sont anéanties. En effet, 290 000 soviétiques sont faits prisonniers. Les Allemands se sont emparés de 2585 chars, 1449 canons et 246 avions. 10 juillet. Les Allemands arrivent à Smolensk, mais se retrouvent face au nouveau char soviétique. Il s'agit du T-34. Ce char est une arme redoutable. Les obus allemands ricochent. Seul le canon 88 peut détruire le nouveau char de l'armée rouge. Les soviétiques se battent avec courage dans l'encerclement de Smolensk. À l'extérieur de la ville, les maréchaux Timochenko et Eremenko tentent de desserrer l'étau allemand. La bataille se poursuit jusqu'au 8 août, date à laquelle Timochenko est battu à Raslav. Guderian fait 38 000 prisonniers et capture 300 chars et 300 canons. 11 juillet. Les blindés allemands traversent le Dniepr et le groupe d'armées du Sud approche de Kiev. 12 août. Hitler signe la directive numéro 34 et celle-ci va bouleverser stratégiquement l'opération Barbarossa en insistant sur la prise de Leningrad, de la Crimée et du bassin de Donetsk avant l'hiver. Le maréchal von Brauchitsch et les généraux Halder et Guderian prient Hitler de poursuivre l'avance allemande jusqu'à Moscou, qui est une priorité. Mais le dictateur allemand reste inflexible. Les généraux, comme d'habitude, se plient à l'idée de leur fureur. À ce moment-là, le destin de la campagne de l'Est est scellé. Les effets ne se font pas ressentir immédiatement. À la fin du mois d'août, les 11e, 16e et 17e armées du maréchal von Rundstedt, au sud, établissent des têtes de pont sur la rive gauche du Dniepr. 8 septembre. Le groupe d'armées de Leb atteint les rives du lac Ladoga et entreprend le siège de Leningrad, qu'Hitler avait l'intention de prendre pour l'hiver. Plus à l'ouest, les Finlandais souhaitent reprendre leur territoire perdu en 1940 au profit de l'URSS et décident de rejoindre les forces allemandes face aux troupes soviétiques. Les Finlandais contrôlent l'isthme de Carélie. 11 septembre. Le maréchal Boudienny demande à Staline la permission d'évacuer la capitale de l'Ukraine où ses armées sont prises au piège. Le Kremlin lui oppose un refus catégorique. Le 17 septembre, Staline reviendra sur sa décision, mais il sera trop tard. 31 septembre. Alors que les troupes allemandes avancent vers Moscou, Hitler envoie les divisions de Guderian vers Kiev, afin d'aider les troupes allemandes qui y sont stoppées. Guderian conteste les ordres du dictateur allemand et dit « Il faut continuer d'avancer sur Moscou ». Mais Hitler rétorque violemment et ordonne à Guderian de respecter l'ordre qui lui a été donné. Ce dernier finit par s'exécuter et fait route vers Kiev. Le général Kirponas, commandant les forces soviétiques encerclées, meurt sous les tirs ennemis. Guderian fait la jonction et réalise le plus grand encerclement de l'histoire. 500 000 soldats soviétiques sont capturés. Les Allemands font main basse sur 22 000 canons, 18 000 chars et 14 000 avions. Dans la nuit du 14 au 15 octobre, les Allemands mènent une violente offensive et rompent le périmètre défensif soviétique. Les panzers progressent rapidement et les hommes aperçoivent dans leurs jumelles les tours du Kremlin. Le 20 octobre, le général von Bock et ses hommes ne se trouvent qu'à 65 km de Moscou. Les autorités soviétiques, les diplomates étrangers, ainsi qu'une grande partie de la population civile évacuent la ville désormais sous la menace allemande. Staline, quant à lui, décide de rester à Moscou. Le dictateur soviétique remplace Timochenko par Zhukov, qui avait galvanisé la défense de Leningrad. Tacticien habile, Zhukov
c'est que l'armée allemande va se révéler très sensible aux rigueurs de l'hiver russe, qui commence déjà à se faire ressentir. Il prend la décision de tenir les positions jusqu'aux premières neiges, qui pour lui surprendraient la Wehrmacht dépourvue de tout équipement hivernal. En raison de la neige alternant avec des pluies torrentielles, les véhicules allemands s'embourbent sur les routes de l'Union soviétique. 6 décembre. Zhukov, après avoir renforcé les lignes de défense de Moscou, transfère les divisions de Sibérie, durement entraînées et habituées au froid. Les divisions de Sibérie mènent une contre-offensive face aux troupes allemandes. Face à cette attaque, la Wehrmacht recule. Entre juin et décembre 1941, la Wehrmacht était restée invincible. Pourtant, elle était la mieux équipée, la mieux entraînée et bénéficiait également d'une plus grande expérience. Hitler était certain de venir à bout de l'Union soviétique avant le mois d'octobre et avait négligé de distribuer des tenues d'hiver à ses soldats. 7 décembre 1941, l'Empire du Japon décide de déclarer la guerre aux États-Unis en attaquant Pearl Harbor. L'URSS signe un pacte de non-agression avec le Japon afin d'éviter d'être sur deux fronts et rassemble toutes ses troupes contre l'invasion allemande. En URSS, la température tombe à moins 20 degrés, voire moins 30 degrés. La Wehrmacht manque d'abri, n'a pas de nourriture adaptée au climat. Certains véhicules ne se mettent plus en route et les soldats allemands souffrent d'engelures. Elle se retrouve désormais confrontée à une situation difficile qu'elle n'a jamais encore connue. L'armée rouge, qui s'est reconstituée, retrouve le moral. En effet, les soviétiques ont mobilisé plus d'hommes. Les entreprises d'armement fonctionnent de nouveau, créant des nouvelles armes, dont notamment pour l'artillerie, avec une nouvelle arme qui sera baptisée les orgues de Staline. Une arme redoutable. Les T-34 seront créés en série. Les soldats disposent également d'équipements d'hiver, de bottes étanches et de vêtements coupe-vent en quantité. Le moral des troupes allemandes ne s'améliore guère suite à la décision d'Hitler qui interdit tout repli tactique. Le front se stabilise. Mais cette décision va être une des principales causes de l'échec d'Hitler sur le front de l'Est. Certains soldats meurent gelés. Ils n'avaient pas des dispositions physiques nécessaires, ni le moral pour faire face aux nouvelles contre-attaques soviétiques. Au départ, l'armée rouge ébranle l'armée allemande, qui se bat bravement et tient ses lignes. La supériorité numérique soviétique est écrasante. 160 divisions engagées contre 68 pour von Bock. L'armée rouge dispose de 60 divisions supplémentaires dans les 6 premiers mois de 1942. La production de chars continue à se dérouler à un rythme soutenu. Lorsque la bataille pour Moscou débute, 1853 T-34 ont été livrés aux armées en campagne. 16 décembre. Le général von Bock, malade, est incapable de supporter la décision d'Hitler et décide d'abandonner ses fonctions. Il est remplacé par le Generalfeldmarschall Gunther von Kluge. 3 jours plus tard, le maréchal von Brauchitsch, qui a été victime d'une attaque cardiaque en novembre, quitte le haut commandement de l'armée de terre. Le Führer lui-même décide d'assumer le rôle de commandant en chef des armées. 20 décembre. Guderian se rend au quartier général d'Hitler à Rastenburg, en Prusse orientale, et essaie de convaincre le Führer d'un repli nécessaire. Hitler refuse et insiste sur le fait que l'offensive en cours dépasse les capacités soviétiques. 26 décembre. Guderian est relevé de son commandement. Il est remplacé par le général Schmidt. Début janvier 1942, le général Hauptner est chassé de son commandement pour avoir ordonné à son armée blindée de battre en retraite. 18 janvier 1942, le maréchal Reichenau meurt brusquement et von Bock
reprend du service au sein du corps d'armée de défense. Le général Paulus est nommé à la tête de la 6e armée. Dans le nord, le maréchal von Leeb sollicite la permission de prendre sa retraite et est remplacé à la tête de son groupe d'armée par le général von Küchler. Afin de renforcer le front de l'Est, qui menace de s'écrouler, Hitler expédie sur place 22 divisions prélevées de France et d'Allemagne. Informés de cette décision, les généraux Konev et Zhukov, commandant les fronts de Kalinin et l'Ouest, lancent une vaste offensive visant à anéantir le groupe d'armées centre. L'attaque est lancée, marquant le début d'un processus qui ne s'arrêtera qu'avec la prise de Berlin. L'ours soviétique est désormais réveillé. La guerre à l'Est a revêtu des aspects différents de ceux des campagnes menées auparavant par la Wehrmacht. Un véritable affrontement idéologique qui débouchera sur les pires excès de part et d'autre. L'opération Barbarossa finit en réalité le 5 décembre 1941. En effet, les Allemands, étant freinés par la force armée de l'Union soviétique, finissent par s'enliser, voire à certains endroits à battre en retraite. Hitler voulait faire comme Napoléon, mais les soviétiques ont retenu la cause de la perte de l'empereur français, l'hiver russe. L'opération Barbarossa aurait pu réussir, mais à cause de mauvaises décisions prises par Hitler, elle se soldera finalement par un échec.